Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h13 sur Europe 1 en compagnie des chroniqueurs de ce jeudi soir et c'est un plaisir de les accueillir. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Mickaël. Et bonsoir à Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Mickaël, bonsoir. Notre invité ce soir est Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Bonsoir, très heureux de vous accueillir. Bonsoir. Dans Europe 1 Soir. Nous parlions dans le journal de 19h de ce scandale. On peut même parler de scandale d'État. Il est question dans nos débats ce soir de cette étudiante palestinienne originaire de Gaza dont l'inscription à Sciences Po a été annulée après la découverte de propos antisémites et extrêmement violents relayés sur les réseaux sociaux. Elle a notamment appelé à exécuter les otages israéliens dans la bande de Gaza. Elle a relayé des publications à la gloire d'Adolf Hitler. Le scandale, alors ce n'est évidemment pas que son inscription ait fort heureusement été annulée et que l'université ait enfin agi, mais la question, monsieur Danon, qu'on peut se poser ce soir, comment concrètement cette personne s'est retrouvée sur notre sol? Comment cette personne a pu bénéficier d'une bourse d'études ainsi que du statut de réfugié? Parce que vous avez un loupé manifeste et grave tout au long de la procédure. Vous avez un système dans lequel politiquement il a été décidé d'admettre en France un certain nombre d'étudiants gazaouis, un peu moins de 300, ce qui est énorme. Hein. Je veux dire, aucun pays ne reçoit d'un coup comme ça 300 personnes. Bon, après, il appartient dans la procédure, toujours, quel que soit le pays, à la représentation française dans ce pays de proposer des noms. Alors, en l'occurrence, là, c'est forcément le consulat général à Jérusalem et les services culturels qui vont avec. Bon, ils envoient une liste de noms et après ça... Par qui propose cette liste concrètement? Elle part de là-bas. Vous avez des services culturels qui font une espèce d'appel à candidature. Donc des services culturels au sein de la bande de Gaza. Alors, au consulat général à Jérusalem, au consulat lequel de France à Jérusalem. Voilà, lequel est responsable, entre guillemets, en termes de circonscription territoriale de la bande de Gaza et des territoires de Cisjordanie. Et eh bien, c'est à eux d'instruire, la première liste de dossiers. Donc, comment ça se passe en général? Je suppose que ça s'est passé comme ça. Vous avez un appel à candidature, tout simplement. La France offre des places dans les universités françaises et donc vous avez des étudiants qui postulent. Alors je vais reprendre vos mots. Éric Danon, vous avez parlé au début de vos propos d'un loupé. Ah oui, complet. Alors à qui incombe ce loupé? Alors il y a une chaîne, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas fait, comme on dit, les diligences nécessaires. Sauf que tout le monde a l'air de se renvoyer aujourd'hui la patate chaude. Oui, mais ça c'est normal. Vu le scandale, chacun va essayer de dire c'est la faute de l'autre. Ça c'est humain, pourrait-on dire. Mais c'est pour ça que vous avez une enquête administrative qui a été déclenchée. On va bien voir. Vous avez c'est sûr, des gens qui n'ont pas regardé même à minima, puisqu'il était très facile de tomber sur des éléments intéressants concernant cette personne. C'est clair. Il suffisait juste d'aller sur Twitter. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc elle n'agit pas sous pseudonyme. Non. Je veux dire, c'est parfaitement. Donc déjà, là, vous avez. Et surtout que les derniers propos tenus sur Twitter remonte à quelques mois. Oui, absolument. Non, mais il n'y a aucun problème à trouver. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas cherché et ça vraiment, je les connais suffisamment pour dire que non, ils ont cherché, ils ont trouvé et ils sont passés outre. Je ne le pense pas. Je pense que simplement, ils n'ont pas cherché et que c'est passé comme ça. Quand vous dites je les connais suffisamment, vous parlez des personnes du consulat français de Jérusalem. Oui, ils sont pas au point de voir qu'une fille peut comme ça valoriser Hitler et la mort des Juifs et laisser passer le dossier sans en tout cas une notification. Non. Éric Danon, ce même consulat français de Jérusalem qui semble tout de même depuis plusieurs années poser des problèmes à Israël. En février dernier, le ministre israélien de la diaspora a même appelé à sa fermeture. Oui. Pour quelle raison? Mais parce que c'est devenu un endroit qui non seulement représente et doit représenter la France dans un certain nombre de territoires
palestiniens et à Jérusalem-Est, mais c'est aussi l'interface des Palestiniens avec la France, et ça ne plaît pas du tout aux autorités israéliennes. Ça marche dans les deux sens, au point que les Israéliens disent c'est un relais, parfois ils disent même l'ambassade de Palestine, c'est un relais des Palestiniens auprès des autorités françaises. Bon, il y a sûrement... Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais ambassadeur là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas, et on va pas rentrer ici dans les détails de ce qui ne va pas. Mais donc il y a un moment qui ne va pas avec ce consulat. Avec le consulat, mais comme d'ailleurs... Parce que pour quelle raison les autorités françaises ont un problème avec ce consulat français à Jérusalem, mais n'ont par exemple aucun problème avec celui qui se trouve à Tel Aviv? Heureusement encore. Oui, mais on peut se poser la question. Mais parce que vous avez des dérives dans certains consulats et dans certaines ambassades dans le monde. Mais je veux pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais vous avez des dérives qui font que certains agents considèrent que ils ne représentent plus les intérêts de la France dans le pays, mais plutôt les intérêts du pays vis-à-vis de la France. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage DRH du Quai d'Orsay la tropicalisation. C'est-à-dire que vous finissez par adhérer parce que vous vivez longtemps. Le problème, c'est pas tant les gens qui tournent 3-4 ans dans le pays, oui, comme les diplomates. Ce sont, ben oui, mais plus que ça. Vous avez des contractuels locaux qui font 30 ans sur place et qui ont une interface, des amis, des relations, etc. Au bout d'un moment, ils sont, comme on dit, tropicalisés, c'est-à-dire que ils prennent fait et cause pour le pays dans lequel ils se trouvent. Pardonnez-moi, mais finalement, ce sont pas tant ces gens-là qu'il faudrait, pointer du doigt. En réalité, c'est l'administration, c'est le ministère des Affaires étrangères qui ne fait rien, qui n'en a rien à faire que dans des consulats français, on défend des intérêts qui ne sont pas les intérêts français, mais en réalité, c'est parce que la diplomatie des bons sentiments du Quai d'Orsay, qui est à l'œuvre depuis 30 ans, eh bien, elle accouche d'une situation qui est celle-ci. On accueille une propagandiste nazie et pro-Hamas en France, boursière, payée par le contribuable, et finalement, le ministère des Affaires étrangères dit, le criblage n'a manifestement pas fonctionné. Évidemment. Bon, c'est un peu de notre faute, mais c'est pas notre faute. En réalité, c'est la faute de Jean-Noël Barrot. Un point, c'est tout. Non, vous avez d'autres ministères qui sont dans le circuit. Là, en l'occurrence, c'est le ministère des Affaires étrangères et le cabinet qui est chargé de superviser cette question. Mais même dans le criblage, et vous avez vu que dans le communiqué de Jean-Noël Barrot, que je ne soutiens pas du tout dans cette affaire, c'est pas le sujet, il dit que l'enquête doit porter sur les ministères concernés. Oui, mais les ministères concernés, c'est exactement ce que je dis. Je parlais de se renvoyer la patate chaude, de quel ministère parle-t-il? De l'Intérieur, bien sûr, de la DGSI. Pas dit tous les autres sauf le sien. C'est un peu ça l'idée. Non, il a pas dit. Je crois pas du tout qu'il ait dit que les autres. Il a dit y compris le ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas entendu dire y compris le ministère des Affaires étrangères. Les ministères concernés, comme c'est le ministère des Affaires étrangères qui instruit le dossier, il est le premier concerné. Mais il y a d'autres ministères. Voilà. Ça, c'est votre interprétation des propos de Jean-Noël Barrot. Quand il dit les ministères, il y en a au moins 2. Oui. On va écouter. Le ministère du Commerce est assez peu. Oui, c'est ça. Voilà. On va écouter François Bayrou qui parle lui justement de manquement des services de l'État. Écoutez. La vigilance sur le profil des personnes admises en France, elle est de tous les instants. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Sûrement. Est-ce qu'il peut y avoir sanction lorsqu'il y a des manquements? À coup sûr. Et il doit y avoir sanction lorsqu'il y a des manquements. Mais il n'y a pas de négligence. Il peut y en avoir parce qu'on n'arrive jamais à faire aussi bien que ce qu'on voudrait, mais la vigilance existe et elle est nécessaire. On le sent embarrassé tout de même, hein? Alors, attendez, parce qu'il y a un problème. Mais au fond, prenons un tout petit peu de hauteur. Vous avez deux éléments clés dont il faut parler. Le premier, c'est que nous accueillons maintenant en nombre des étudiants de Gaza qui n'ont connu toute leur vie que le Hamas et une éducation totalement tournée vers la haine des Juifs et qui trouvent, alors sûrement à titre individuel, certains ont acquis un esprit critique suffisant pour se détacher de ça, mais je constate, parce que moi-même j'ai
enseigner à des étudiants, non pas de Gaza, mais de Cisjordanie, que leur éducation, à travers les écoles palestiniennes, couvertes par l'UNRWA, les livrets scolaires, etc., tout ça est une horreur. Vous devez voir que la moitié de la population palestinienne a moins de 25 ans et que la population de Gaza, la moitié a moins de 20 ans. Le Hamas est arrivé il y a 20 ans, donc ils n'ont connu que ça, les jeunes adultes et les étudiants. Ben, je peux vous dire que ça vous lave le cerveau. Quand vous les interrogez après, quand vous allez leur faire un cours, c'est lunaire leur éducation. Ils viennent en termes d'éducation de la planète Mars, je peux vous dire. Ils ont été élevés dans un système de haine dans lequel Hitler apparaît comme plutôt un type sympa, comme Husseini, etc. C'est-à-dire que, et après, on les amène en France, et c'est là qu'il y a un deuxième point fondamental. Venant de certains pays et pour certaines personnes, il faut faire une vérification archi renforcée. Pourquoi ? Mais est-ce qu'elles sont faites réellement, ces vérifications ? Non, mais pour le moment, oui, mais... non, mais elles sont faites, mais pas assez renforcées pour certains pays. Je me souviens, parce que j'ai eu à voir ça dans ma carrière, de ce qui s'était passé après la Tchétchénie, de ce qui s'est passé après l'Afghanistan. Vous recevez les gens dans une espèce d'angélisme sympathique dans lequel la victime a toujours raison. Comme ils sont victimes, ils ont raison. Donc, on va les accueillir à bras ouverts. Et puis, ça marche plutôt bien en général, sauf que vous en avez quelques-uns qui deviennent des ultra-violents, voire qui commettent des meurtres en France. Il faut absolument qu'on ait un organisme qui soit spécialisé pour renforcer la diligence lorsque les personnes qui viennent de certains pays ou de certains endroits. On a accueilli, vous allez avoir probablement un nouveau scandale sur un journaliste fixeur de France 24 qui sort à peu près les mêmes horreurs que cette fille. Et il a déclaré, je cite, les Juifs sont des fils de chiens, ce sont ses mots. Il est accusé également à son tour d'antisémitisme. Ben oui, voilà. Et le type est arrivé sans la diligence renforcée nécessaire pour ce type de cas. Ce cas-là, quand même, pose deux questions. C'est que, bien sûr, qu'il y a la question diplomatique et de la manière dont on a screené le profil. Mais il y a aussi la question de cette chaîne qui a employé ce journaliste fixeur parce que le New York Times, qui l'avait employé jusqu'en 2022, avait été contraint de s'en séparer en raison, justement, des propos qui lui étaient attribués. Absolument. Et ça, après, c'est la responsabilité des chaînes et de ceux qui veulent bien employer ce type de personnes. Ça les regarde. Éric Danon, après le Canada, l'Angleterre et bien sûr la France, c'est le Portugal qui vient d'annoncer qu'il reconnaîtra en septembre aux Nations Unies l'État de Palestine. Emmanuel Macron, le président de la République, est-il d'une certaine façon en train de réussir son pari auprès des autres pays européens et aussi auprès notamment des pays du G7 ? C'est une belle question. Oui et non. Alors, oui sur le fait qu'il a de plus en plus de pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Donc là, il a créé une dynamique en ce sens. Non dans le fait qu'il voulait que ce soit symétrique et qu'il y ait une reconnaissance en même temps des pays d'Israël par les pays arabes qui ne l'ont pas encore reconnus, qui n'ont pas encore reconnu Israël, et là c'est zéro. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, le président de la République avait émis quelques exigences vis-à-vis. Et en plus, voilà, ça, c'est sauf qu'elles ont totalement disparu aujourd'hui. C'est le deuxième problème, c'est que il y avait un système de conditionnalité, c'est-à-dire on reconnaît si la Palestine fait ceci, cela, etc., réforme de la gouvernance, désarmement du Hamas, etc. Restitution de tous les otages, désarmement du Hamas. Tout ça est tombé au nom de non, la reconnaissance par la France ne peut pas être liée à des conditions conjoncturelles. Bon, chacun jugera en conscience ce que ça veut dire, mais ça pose de toute façon, à partir de septembre, un problème de mise en application. C'est-à-dire qu'une chose est de reconnaître formellement, comme près de 150 pays aujourd'hui, et autre chose est de faire quelque chose de cette reconnaissance. Est-ce que il va pouvoir y avoir une mise en œuvre de cette reconnaissance alors qu'aucune des conditions n'ont été mises en place? C'est beaucoup moins évident. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit le Hamas finalement qui sorte victorieux de tout ça? Non, j'ai pas peur, mais c'est un vrai problème. Israël a gagné globalement la guerre militaire, mais il a perdu la guerre médiatique et la bataille des cœurs.
Je veux dire que quand on voit l'image d'Israël aujourd'hui dans le monde, etc. Donc le Hamas a gagné, oui, parce que vous avez une erreur conceptuelle commise par au moins Jean-Noël Barrot dans ses textes, pas par le président, mais au moins par Jean-Noël Barrot. Il dit cette chose, le fait de reconnaître l'État palestinien va permettre d'aller vers la solution à 2 États. C'est conceptuellement faux. Tous les Palestiniens veulent un État palestinien, mais ils se divisent en 2 catégories. Ceux qui veulent un État palestinien pour vivre en paix et en sécurité à côté d'Israël, très bien, et ceux qui veulent un État palestinien comme première étape de la reconquête du territoire d'Israël et pour avoir une Palestine qui va du fleuve à la mer. Et c'est pour cela que, en disant il faut reconnaître l'État palestinien, vous êtes félicité par les 2 côtés. Le premier a félicité le Hamas, le ministre et le président de la République, c'est le Hamas, suivi du Qatar. Eux, je veux dire, le Hamas, il fait clairement partie de la catégorie des gens qui veulent un État palestinien comme nouvelle base de combat pour lutter contre Israël. Et puis après, vous avez les plus gentils, pourrait-on dire. Mais cette manière de lier reconnaissance de l'État de Palestine et solution à 2 États est une erreur conceptuelle. Merci beaucoup Éric Danon d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur de France en Israël.